Alors, bonjour, bienvenue à Portrait des familles d'ici. C'est une émission de discussion intergénérationnelle qui fait intervenir nos aînés sur leurs histoires de famille avec les prochaines générations aussi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné des Niquettes de Péribonka. Donc, bonjour les Niquettes et merci de nous accueillir à Péribonka. Et puis, cette émission est rendue possible grâce à la participation de la Société d'histoire et de généalogie de Maria Chapdelaine, du programme Québec Amis des aînés, du ministère de la Santé et des Services sociaux, de la MRC de Maria Chapdelaine et aujourd'hui de la municipalité de Péribonka. Bonjour les Niquettes. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes tous aujourd'hui des descendants de Édouard Niquette et de Mélanie Boisvert. Ce sont les premiers qui sont arrivés dans la région, dans votre famille. Donc, on a plusieurs branches de cette grande famille-là. On est nombreux. Et puis, j'ai hâte de discuter avec vous. Donc, autour de la table, on a Madame... Micheline. Madame Micheline. Guylaine et... Denis Trottier. Donc, et on a plein de monde autour que j'imagine que je ne saurai pas tous vos noms à la fin de l'émission, mais tout de même, vous allez pouvoir intervenir là, lorsque quelque chose vous inspirera, parce que tout de suite, on va aller voir une capsule de votre famille que je vous invite à écouter, et puis par la suite, on va discuter. Édouard Niquette est né le 3 novembre 1845 à Saint-François-du-Lac, comté de Yamaska, de l'union de Benoni Niquette et de Luce Gill. Il épouse Mélanie Boisvert, fille de Joseph-Jean Domtaille Boisvert et d'Élisa Anne Meek. Celle-ci est native de Drummondville. Le mariage a lieu le 27 mai 1884 à Saint-Frédéric de Drummondville. Le couple aurait eu 14 enfants, dont au moins 6 sont décédés à la naissance ou en bas âge. Les premiers sont nés à Drummondville à la fin du 19e siècle, avant l'arrivée de la famille au Lac-Saint-Jean. C'est Monseigneur Antoine Labelle, missionnaire colonisateur, qui a convaincu Édouard Niquette de se rendre au Lac-Saint-Jean à l'automne 1887. Édouard était charmé par tous ses louanges pour la fertilité des terres et les forêts encore non défrichées de ce coin de pays où aucune âme ne vivait. En fait, à leur arrivée fin 1893, la famille demeure à Roberval le temps de construire une résidence sur le lot 12 de Péribonka. À cette époque, il n'y avait que le camp des Scots. Au départ, autour de 25 familles devaient se rendre sur les lieux, mais tous, sauf les Niquettes, ont abandonné le périlleux projet. Il faut dire que Monseigneur Labelle n'était plus là pour les soutenir dans cette aventure, étant décédé des suites d'une opération en janvier 1891. Édouard envisageait de travailler dans l'industrie du bois. Il construit d'abord un premier moulin à Roberval. L'hiver 1894 est difficile tellement qu'il se résignait à partir, mais le curé Lisotte de Roberval l'en a dissuadé. Édouard fait construire un petit bateau appelé le Arthur, au nom de son aîné, mais connu comme le Sabot Niquette. Il fait 58 pieds de long et lui appartient environ de 1894 à 1904. Vient ensuite le Nord, un autre bateau ainsi nommé par Niquette, qui a eu une longue carrière sur le lac Saint-Jean. Construit en 1902, malgré son apparence, il était, semble-t-il, un petit caboteur très solide et résistant qui touait des chalands 2 fois plus gros que lui et lourdement chargés, selon la fille du capitaine André Donaldson. En effet, Donaldson a fait l'acquisition de ce « petit Nord », comme on l'appelait, pour l'utiliser comme chaland de toit jusqu'à la fin de son utilisation vers 1920. Mélanie Boisvert est née en 1865 à Drummondville. Elle avait fait de bonnes études et était parfaitement bilingue. Lorsqu'elle demeura à Roberval, elle enseigna au couvent des Ursulines la coupe et la couture. À Péribonka, comme elle était instruite, c'est elle qui s'occupait du télégraphe, du téléphone et du bureau de poste. Également, c'est elle qui servait d'infirmière pour les blessés et les accouchements lorsque le médecin ne pouvait venir. Elle apportait avec elle tout ce qu'il fallait. C'est elle aussi qui s'occupait de laver et de préparer les morts. À cela, il faut ajouter qu'elle était mère au foyer et qu'elle s'occupait de la comptabilité de son mari.
On dit qu'elle avait un caractère plutôt énergique. Elle n'eut certainement pas la vie facile et il semble qu'elle ait songé sérieusement à quitter Péribonka pour retourner à Drummondville sous des cieux plus faciles. Cependant, elle resta fidèle à Péribonka et elle rendit d'immenses services à sa communauté. Elle décéda à Péribonka en 1955 à l'âge de 90 ans. C'est officiellement en octobre 1895 que la famille Niquette s'établissait à Péribonka. Elle est connue comme la famille pionnière de l'endroit et certains descendants y habitent encore aujourd'hui. Avant de vous faire réagir sur ce qu'on vient de voir, c'est grâce au curé Labelle que vos ancêtres sont venus s'installer ici. Et j'aimerais vous faire entendre un extrait d'Antoine Niquette avec son fils. Puis là, c'est le gros curé Labelle, les hommes du Nord. OK. Qu'est-ce qu'il a fait, le curé Labelle? C'est lui qui l'a traîné à Péribonka. OK. Ouais, parce qu'à Pierreville, il y avait un gros moulin à scie. Quand je suis allé, un gros moulin à scie de feuillus, là, je l'ai vu, là. Ben, pareil qu'avec... il employait 35 hommes à l'année. OK. Ah, ça, à Pierreville. C'était à Pierreville, pas à Péribonka. Non. OK. À Péribonka, on va dire, il était bien tranquille. Ouais, puis là, tu disais qu'il sortait pas, lui, il gérait les bateaux, il gérait toutes les affaires. Il y avait une scierie aussi à Péribonka, me semble. Il y avait une scierie aussi à Péribonka. Oui. Alors voilà, on vient d'entendre pour certains ici un grand-père, un oncle, Antoine, c'était un frère de arrière-grand-père. Oui. petit cousin. Donc, ce qu'on vient de voir, ça réveille des souvenirs, j'imagine. Quelqu'un voudrait réagir sur ce qu'on a entendu dans le reportage, dans la petite capsule qui présente votre famille? Quelqu'un qui a entendu des histoires sur les arrière-grands-parents, Édouard et Mélanie. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu des histoires sur eux ici? Sur les arrières? Oui. Édouard et Mélanie? Oui. Ben, j'ai connu Mélanie, j'avais Oui. 11 ans quand elle est décédée. Elle restait à l'hôtel Plante, Oui. mais elle n'était pas jasante beaucoup. Non? Mais moi, je me rappelle d'une chose que ma mère racontait souvent, c'est qu'avant de rester à l'hôtel Plante, quand mes parents se sont mariés, elle partageait la même maison. Il y avait une petite partie, puis la grande partie. Donc, il y avait un petit carreau dans le mur, probablement pour l'aider en cas de besoin. Et quand elle faisait des tartes ou des pâtisseries ou quelque chose comme ça, elle les passait par le petit carreau, puis elle criait « Cécile, tu touches pas à ça, c'est à René ». Et René, c'était notre père, c'était son fils, son petit-fils. Et elle avait un caractère, comme vous avez dit, très affirmé. Très affirmé? Oh oui. Oui. J'entends rire derrière moi. Est-ce que c'est parce que c'est légendaire, puis donc il y en aurait hérité? Mais c'est parce que, oui, il y a de l'hérédité familiale, Ah oui? oui. En tout cas, du moins dans la mienne, hein, je le raconte. Alors, On dit que Mélanie, lorsque le grand-père aussi avait un caractère, Édouard, quand il y avait des choses qu'elle aimait vraiment pas, quand elle venait chez grand-maman Yvonne, pouf, elle tombait par terre. Quand elle était vraiment contrariée, là, elle tombait par terre. Puis, j'ai-tu des souvenirs? C'est-tu de là que Bon. je tombais par terre? Juste un moment. Mon frère, le dernier, faisait la même chose, puis Gisèle, hein? Oui, quand quelque chose les contrariait vraiment ou que... Pogne! C'est une façon de manipuler, hein? Est-ce que c'est elle qui a inventé le bacon? Mais je sais que dans les souvenirs que m'a raconté Antoine Niquette, qu'on a vu tout à l'heure, là, c'est que lui, il se rappelle comme faux d'avoir vu son arrière-grand-père. Puis une anecdote qu'il m'avait racontée, c'était que Mélanie Boisvert, elle s'occupait des chiffres de la municipalité. Elle avait toutes sortes de tâches comme ça. Puis là, il y avait une madame que sa maison avait pas payé ses taxes depuis 3 ans. Puis là, la maison aurait été vendue pour non-paiement de taxes. Puis, Mélanie, elle avait dit à une de ses amies, il va y avoir une maison pas chère qui va être vendue, là, attends un peu. Là.
Puis là, Édouard Niquette, lui, il avait toujours eu un côté assez généreux, puis c'est un gars qui voulait aider du monde. Fait qu'il avait demandé à Antoine d'aller porter une enveloppe avec de l'argent à la madame pour que la madame puisse payer les taxes. Mais ça, il n'a pas parlé avec sa femme. Puis finalement, c'est que les taxes ont été payées. Puis, on n'a pas su si ça avait fait une chicane de famille, mais ce qu'on a su, c'est que c'était pas le même caractère. Il y en a un qui travaillait un petit peu, on pourrait dire en douceur, et l'autre qui travaillait plus avec une certaine rigidité. Là. Mais il faut être conscient aussi qu'à l'époque, pour passer au travers de toutes les épreuves qu'ils ont eues, ça devait prendre un peu de rigidité aussi, là, parce que ça n'a pas été facile. Là, Édouard Niquette, il est arrivé ici avec 60 000 $. Puis quand il est mort, il y avait à peu près plus un sou. Là. Puis c'était de l'argent à l'époque. C'était de la grosse argent. Ça fait qu'il a beaucoup investi dans la communauté. Il a beaucoup aidé. Puis finalement, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a un village qui ressemble à ça, c'est en bonne partie grâce à lui. Oui, merci beaucoup. Merci. Justement, quand on parle de bâtir le village, bâtir autour, moi, on m'a nommé plusieurs choses comme l'hôtel Niquette, la quincaillerie Gontier-Niquette limité, le magasin général Pierre Niquette. On m'a parlé de transport adapté, les patates, être mère, mairesse. On m'a parlé d'enseignement. On me parle de beaucoup de choses très variées ici, mais qui laissent des traces dans une communauté. Il s'occupait de Poste Canada aussi. Il livrait le courrier avec des chevaux, comme ça m'a été compté, parce que moi, je n'ai pas vu ça. Puis il distribuait de Péribonka, Saint-Augustin, Sainte-Monique, puis il revenait. Il faisait ça. Puis mon père, lui, il l'a fait dans les Reins ici. On livrait le courrier dans les boîtes à mal. Là. Oui. La malle rurale qu'on appelle. Fait que Poste Canada, on a tout été assermentés. On chauffait la voiture, puis on regardait juste en haut du volant. On passait le courrier. Donc, vous avez fait ça jeune, là? Oui. Dès que tu pouvais virer à roue, on conduisait, nous. OK. Ça sauvait des emplois. Il n'y avait pas de problème pour aller chercher son permis à sac dans ce temps-là, Non, c'était pareil, j'imagine. les tracteurs puis les camions, là, pas toujours eu permis. Mais ça s'est transmis de génération en génération quand même. Parce que ça fait longtemps que le courrier... C'est les Niquettes d'ici qui le faisaient. Bien, Arthur, là. Oui. Super. Puis les autres, comme l'hôtel Niquette, là, j'ai entendu parler d'un hôtel. C'est ce que c'est l'hôtel... C'est l'ancien hôtel Mistassini. À l'époque, ça s'appelait hôtel Mistassini. C'est ma grand-mère qui avait ouvert ça avec son mari. Son mari est décédé. C'est elle qui a continué de s'occuper de ça. Puis à ce moment-là, il y avait beaucoup de voyageurs parce qu'il y avait des gros travaux qui se faisaient, entre autres sur la Péribonka, sur les barrages, puis toutes sortes de monde qui venait. Ça fait que ça marchait beaucoup, cet hôtel-là. Puis comme notre grand-père, Pierre Niquette, est décédé, c'est elle qui s'est occupée de ça toute seule. Puis on dit qu'elle avait de la pogne, tu sais. Elle était capable là, de gérer ça, un hôtel. Puis ça a permis à notre mère, puis à ses frères, ses sœurs, d'avoir toutes sortes de recettes qu'aujourd'hui. Entre autres, le premier spaghetti qui était mangé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'était à l'hôtel Niquette. Oh. C'était l'hôtel Mistassini à l'époque. Là, c'est qu'il avait reçu cette recette-là par un voyageur qui avait amené ça de Montréal. Puis là, il faisait du spaghetti. Puis à l'époque, quand les joueurs des Castors jouaient, Armand Vézina, qui était un gars qui avait de l'argent à l'époque, quand les Castors gagnaient, il allait manger un spaghetti après la partie à l'hôtel Mistassini. Quand tu perdais, il allait manger le sandwich chez eux. Est-ce que vous avez toujours la recette? Oui, on a encore la recette qui s'est transmise, probablement. On l'a peut-être modifié un petit peu, mais j'ai l'impression que c'est la même recette. Là. Ça veut dire que Daniel l'a? Oui. Moi, j'aurais quelque chose au sujet de Mélanie Boisvert. Je suis intriguée. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a la réponse. C'est que Niquette, c'est N-I-Q-E-T, ce que je vois. Mais allez voir sur la pierre tombale, c'est Q-E-T-T-E. Alors, il semblerait que Mme Boisvert, notre arrière-grand-mère, aurait mis son grain de sel sur la... Est-ce que quelqu'un peut m'informer de ce fait? Oui, juste un moment, on va passer le micro. Mais réfléchissez bien à cette réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je sais que dans l'histoire, il y a des fois que les Niquettes, quand on regarde la généalogie encore plus loin que nous autres, nos ancêtres, là, qui sont arrivés ici, ça fait quand même assez longtemps, des fois, ça s'écrivait T-E-T.
puis d'autres fois, juste Niquette. Ça fait que là, pourquoi est-ce que ça a été décidé de mettre ça sur la pierre tombale? Je ne le sais pas. Je sais que la pierre tombale, elle a été refaite, puis c'est ma mère qui s'est occupée de ramasser de l'argent parce qu'il y avait une vieille pierre tombale qui était plus bonne, mais elle a probablement marqué Théota parce que c'était peut-être ça qui était inscrit dessus. Là. Mais je sais que ça s'écrivait des deux sens. Pourquoi ça a été comme ça, je ne le sais pas. Peut-être que, comme c'est elle qui est morte en dernier, peut-être que c'est elle qui a décidé. Là. Est-ce qu'il y en a qui ont la réponse à ça ici? Ou tout n'est qu'hypothèse. Alors, si c'est comme dans la famille, dans la mienne, où est-ce qu'il y avait des Trudel 1L puis des Trudel 2LE, ça dépendait du curé. Donc, peut-être. Donc, voilà, je pense qu'on a quelqu'un derrière qui veut intervenir. Elle était très instruite, Mme Boisvert. En fait, même qu'elle parlait anglais. Alors, elle a enseigné à Roberval pendant plusieurs années. Elle enseignait les arts ménagers, mais aussi, elle utilisait, semble-t-il, l'anglais quand elle ne voulait pas que les gens comprennent ce qu'elle voulait dire. Donc, elle se servait de ça pour parler, entre autres, et dire des choses que les autres n'auraient pas dû entendre. Il faut dire aussi qu'elle a enseigné, puis la première école à Péribonka, elle a été dans le hangar d'Édouard Niquette. Moi, ça, évidemment, la maison d'Édouard Niquette, où est-ce qu'elle était à Péribonka, personnellement. Sur la 5e avenue. Sur la 5e avenue? Oui. Elle est brûlée, Oui, hein? brûlée, oui. C'est Rénal Goulet, à peu près, qui reste là. C'est Rénal, c'est ça. Donc, c'est ça, la première école était dans le hangar, puis il n'y avait pas de livre. Alors, les enfants ont appris à lire des lettres sur la vaisselle. Il y avait des lettres sur la vaisselle. Des lettres sur la vaisselle. Sur la vaisselle puis sur les gazettes. Sur au verso, l'endos de là, la vaisselle. Made in... Made in China. À l'époque, les gens qui avaient un peu d'argent, il y avait des beaux sets de vaisselle avec toutes sortes d'écritures, de décorations, etc. Fait que là, ils se servaient de ça. Je m'étais fait raconter la même chose, là, puis ça a commencé comme ça, semble-t-il. Il faut être conscient que, quand un village comme ça commence, il n'y a rien, là. Il y a juste des arbres puis des moustiques, là. C'est que là, il faut que tu bâtisses tout, il faut que tu achètes tout, il faut que tu construises tout. C'est pas évident, là. Puis, quand on pense, mettons, le curé Labelle qui a convaincu puis, je ne sais pas si le mot « convaincu » c'est le bon terme, ou « obligé », là, parce qu'à l'époque, c'est comme ça que ça marchait. Là. Toi, tu as réussi dans la vie, tu vas aller aider d'autres mondes, là. Mais ça n'a pas dû toujours être facile. Là, puis aujourd'hui, les gens, il y aurait de la misère à passer au travers de ce que ces gens-là ont passé. C'est qu'il y a un paquet de monde qui prendrait le clic puis le clac, mais s'en retournerait. Là. Alors, au niveau du magasin général, est-ce qu'il y en a ici qui ont des souvenirs de ce magasin général-là, Pierre Niquette? Non? Ça, c'est à Saint-Augustin. Ah, c'est à Saint-Augustin? C'est à Saint-Augustin parce qu'après avoir resté à Péribonka assez longtemps, ils ont déménagé à Saint-Augustin, puis c'était durant la crise. Puis ce qu'on raconte, c'est qu'ils faisaient crédit à un paquet de monde parce que le monde n'avait pas d'argent. Mais ils se sont ramassés avec pas grand-chose. Ces gens-là n'ont jamais été capables de payer, mais ça faisait partie probablement d'une génération qui pensait qu'il fallait aider les autres. Là. La solidarité, ça existait plus anciennement qu'aujourd'hui. Avant ça, le « nous » était très important. Aujourd'hui, c'est le « moi ». C'est pas pareil. En effet. En effet, ça a changé sur certains. Est-ce que parmi là, les autres choses, comme le transport adapté, les patates, ou le fait d'être maire ou mairesse là, de municipalité, ça éveille quelques souvenirs chez vous? Pour ce qui est du transport adapté, Charlotte Niquette a été une des premières. Je ne dirais pas qu'elle a complètement seule initié le transport adapté Maria Chapdelaine, mais elle s'en est beaucoup occupée. Le transport adapté a été fondé en 1984. Maman a pris sa retraite en 1998, donc au moins 14 ans. Et puis notre mère, elle avait tellement un souci des personnes handicapées, c'était remarquable. Elle recevait les appels téléphoniques, puis ce qui était souligné par les gens qui l'interpellaient, c'était sa gentillesse. Pour elle, les personnes handicapées, c'était très, très important, même si c'était pour une sortie au cinéma, une sortie médicale, mais tout ce qu'elle pouvait faire pour les aider et les soutenir, elle le faisait. Alors, pour nous, maman, c'était très important pour cet aspect-là de sa carrière.
Merci beaucoup. Et c'est une autre Niquette qui a pris la relève. Oui. Marjolaine, oui. Donc, ça se transmet, là, cet engagement-là, si je peux me permettre. Je pense. Je vous entends parler depuis le début de notre émission. Puis ce qui me frappe beaucoup, c'est le côté des femmes fortes et qui se sont démarquées. On a parlé de votre grand-mère à l'hôtel, de Mélanie Boisvert qui a exercé multiples métiers. J'entends beaucoup ça. Comment on traitait les femmes chez les Niquettes? Traditionnellement, est-ce que... Ben moi, je dirais plutôt, c'est comment les femmes traitaient les hommes. Parce que assez souvent, c'est les femmes qui avaient le gros bout du bâton chez les Niquettes. Là, c'est que les hommes, ils faisaient leurs affaires, ils travaillaient, là, mais ceux qui prenaient les décisions de la famille, c'était les femmes. OK. On a été élevés par des femmes fortes. Mais ça se... On va venir avec le micro. J'ai le goût d'entendre ça. Tu me donnes le micro? Ah, bien sûr, oui. Alors, je suis dans le trouble, Hein? Ils sont toutes là, mes sœurs, là. Oui. Puis c'est pas moi qui renais. Non? Quand on était plus jeunes, puis parce que dans le temps plus jeune, c'est les femmes qui faisaient le ménage. C'est plus de même ma sœur, parce que c'est moi qui fais le ménage. Mais dans le temps, ils faisaient le ménage, mais quand nos sœurs disaient « Tasse-toi ou va jouer dehors », t'étais aussi bien d'aller dehors. Parce que ça passait pas, là. Puis c'est vrai que les femmes, il y avait le gros bout du bâton. Il faudrait en dire d'autres, mais je tiens à ma vie. Oui. Je vais parler avant. Vous êtes madame? Christine Niquet. Christine. Mon père, c'est Gaston. Et mon grand-père, c'est Arthur, que je n'ai pas connu, qui était décédé à ma naissance. Je pense que les hommes Niquettes étaient des personnes qui étaient très respectueuses des autres humains, incluant les femmes. Puis si on recule il y a 50, 60, 70 ans, c'était pas la norme à ce moment-là. Mais moi, ce que je vois, entre autres, de mon père et de mes oncles, il était effectivement très respectueux des autres personnes. Et je pense que le fait qu'eux étaient comme ça, les femmes pouvaient peut-être plus s'impliquer et il leur laissait beaucoup d'espace. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens beaucoup des hommes Niquettes, de mes oncles, entre autres, que j'ai connus, et de mon père en particulier, qui s'est impliqué beaucoup dans la vie familiale. Ma mère a toujours travaillé et lui s'est même levé la nuit pour ma petite sœur qui était souvent malade, entre autres. Donc, c'est le portrait qu'on a des Niquettes qui sont très respectueux des personnes. Je trouve ça beau à entendre, ce côté-là, parce que c'était rare, oui. En fait, c'est parfaitement la situation. Puis, dans notre famille, il y a eu des maîtresses d'école, qu'on appelle. Puis, dans la maison, là, c'est comme ça que ça marchait, là. C'était droit. Puis, moi, quand j'ai fait ma première année, je savais déjà tout ce qui se passait là. Je l'avais appris à la maison, là. C'était comme ça. Nos sœurs nous enseignaient. Puis, ça marchait droit. Puis mon père, c'était un peu le soignant. Quand il y avait quelqu'un qui était blessé, c'est mon père qui nous soignait. Donc, il faisait même de la physiothérapie. En tout cas, c'est vrai que c'était comme ça. J'aimerais ça justement poursuivre sur le thème de l'école, mais avant d'y aller, on aurait un petit extrait à vous faire entendre. Moi, j'étais peur. T'étais pas? J'étais pas gros. T'étais pas gros? Fait que... Je faisais bordasser, moi. À l'école? À l'école, tu te faisais bordasser par les plus vieux? Ouais, puis à cause qu'on était à peu près 1 kilomètre de l'école. Là. OK. Puis en allant à l'école, il y avait tant des rofs. OK.
Il y en avait un, entre autres, c'était un de mes cousins. L'autre, on l'appelait Baby, mais Mélodie Plante. OK. Puis lui, c'était pas... C'était pas ton ami? Non, lui, là, il nous pognait puis il pouvait nous garrocher. Il faisait pas ça pour faire mal, lui, il pensait que... Pour jouer. Ouais. Mais toi, t'aimais pas ça. Mais nous autres, bon, on se faisait mal des fois aussi. Puis l'autre affaire que tu me contais, c'est quand il te faisait lire à l'école, qu'à 6 ans, tu te faisais lire à l'école. Après ça, les plus grands, des fois, ils te faisaient du mal parce qu'ils se revengeaient parce que les autres ne savaient pas lire. Ben oui. Donc, ce que j'entends là-dedans... Je veux juste mentionner que c'est très bon parce qu'aujourd'hui, Antoine Niquette, il a 100 ans. Puis quand j'ai rencontré Luc Niquette la dernière fois, je lui avais proposé justement que son père vienne sur place puis qu'il vienne raconter des choses que lui savait. Et puis, c'est ça qu'il me dit. Il dit, mon père, il a 100 ans ou presque 100 ans. Fait qu'il dit, ça peut être compliqué, mais c'était une très bonne idée justement d'avoir pris quelques souvenirs de sa part. Oui, en effet. Mais... Peut-être pour ajouter à ce qu'Antoine Niquette disait, là, ce qu'il m'a raconté, c'était que lui, il était victime un peu de taxage, là, puis ça existait déjà à cette époque-là. Pourquoi? C'est parce que c'était un petit bolé. Puis, entre autres, là, c'est que lui, à force d'écouter sa grand-mère, qui parlait bien anglais, il avait fini par comprendre l'anglais. Il avait compris ça. Puis là, un bon moment donné, il se mêlait de la conversation. Puis là, il disait, « Comment ça fait que tu sais ça, toi? » Puis là, c'est qu'il avait été capable de comprendre l'anglais. Puis comme aujourd'hui, les bolés, lui, il faisait partie des bolés, bien, malheureusement, il était victime des moins bons, puis ça existait déjà à l'époque. Là. Mais fort heureusement, les pas gentils, ils arrêtaient l'école de bonne heure. Ça fait que ça se réglait assez rapidement. Bien, je voudrais rajouter quelque chose au sujet d'Antoine. C'était un homme qui était extrêmement cultivé, malgré le fait que souvent on peut avoir un peu de préjugés parce que c'était un mécanicien. Mais si vous allez chez lui, c'était que des livres sur l'histoire, sur la culture. Puis c'était une bibliothèque ambulante. On allait là, puis on lui posait peu importe la question, il y avait la réponse. Peu importe l'année, il y avait une mémoire, là. C'était hallucinant. Parler avec Antoine, c'était parler avec une bibliothèque, mais avec un âme. C'était tout un personnage. Puis en plus, bien, il aurait donné sa chemise à n'importe qui, là. Ça fait que c'était vraiment, là, c'est un beau personnage. Ouais. Là, j'entends Antoine avait de la facilité à l'école. J'ai entendu monsieur ici qui disait que avant même la première année, on savait déjà tout ce qui allait se passer là. C'est quoi la relation, justement, chez les Niquette avec l'école? Et je crois que vous avez enseigné? Mais honnêtement, c'est vrai, une facilité d'apprentissage chez la plupart. J'en ai côtoyé plusieurs parce que avant de quitter ici, j'ai été 6 ans à enseigner. Puis tous les Niquettes que j'ai passés, j'ai pas eu à intervenir vraiment là. C'était une facilité d'apprentissage, puis c'était des élèves dociles aussi. Quoi qu'en pense, mais oui. C'était, à l'école, c'était des élèves dociles. Mais là, il faut que je rajoute, tu enseignais 5e année, là. On n'est pas encore rendu à l'adolescence en 5e année. Mais c'est ce que j'allais dire. OK. Là. Ensuite, j'ai enseigné au secondaire, j'en ai rencontré d'autres, puis ce sont des élèves faciles, ce sont des élèves qui allaient bien. Moi, je me souviens, tu dois te rappeler aussi, quand tu étais jeune, il y avait ceux-là qui avaient plus de difficultés, ceux-là qui avaient des handicaps, quelque chose, il y avait toujours d'autres élèves qui les protégeaient. Te rappelles-tu, dans mes groupes? Je faisais en sorte qu'ils soient protégés au lieu de se faire agacer, de se faire taxer, comme on dit aujourd'hui, et tout ça. Donc, c'est resté, c'était dans la mentalité, je pense. C'était dans mes valeurs et c'était dans les valeurs qu'on a transmises également. Puis ces valeurs-là, je les tiens de mes parents, puis eux autres les tenaient de la génération. Moi, je suis allée chez grand-maman. On est tous allés chez grand-maman quand on était jeunes. On y allait pratiquement tous les dimanches. Et le respect était là dans tous les jeux, quand on mangeait en famille.
C'était comme ça. Là, Rire des autres, c'était interdit. Exact. Tu n'avais pas le droit Oui. de... Là, j'entends beaucoup... ça vient de... Ah oui, ça vient de ça toutes vient les de moi. générations. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce que ça a suivi? Est-ce qu'il y en a d'autres là, parmi les Niquettes qui ont suivi cette voie-là de la scolarité, de l'enseignement? Est-ce que ça a suivi? Mais moi, je pourrais dire, chez nous, on n'était pas riches parce que à cette époque-là, des gens très riches, ils n'avaient pas beaucoup. Mais ma mère avait toujours dit, je vais tous vous faire instruire. Elle a réussi. Oui. Puis je dirais aussi C'est une que terre. malheureusement, pour beaucoup de ces femmes-là qui étaient très brillantes, il n'y avait pas accès à l'école supérieure. Tu sais, il n'y avait pas bien de choix. Là, tu sais, Non. Puis souvent, mettons comme ma mère, elle disait, moi, je n'ai pas pu aller à l'école. Mais vous autres, vous allez y aller. Parce que chez vous, vous êtes allés, là. Oui, nous autres, on est allés la plupart des cours supérieurs, là, puis pour nous autres, c'était plaisant l'école. On aimait l'école. J'ai Oui. lu un peu sur l'histoire du Québec et j'ai constaté, ça m'a ébahi. Ma mère a marié un Niquette, mais elle a eu la chance d'aller à l'école normale parce que la famille allait à chaque automne au Bleuet pour permettre, parce que ma grand-mère était veuve. Mais ce que j'en revenais pas de constater qu'elle faisait partie du 10 de la province de Québec qui avait une instruction dans ce temps-là, dans les années 60, là, 50. Là. C'était pas accessible à Non, mais cause de... c'est sûr que c'est pas aujourd'hui, là. Mais je Non, pense c'est que ça. c'était une valeur dans la famille d'aller en avant, voyons, pardon, je vais capouiller comme vous. Oh oui, ça arrive, hein? De toujours aller de l'avant puis de faire mieux que le précédent. Oui, mais c'est excellent. Et ça continue, je crois. Tant mieux. On a d'ailleurs une intervention ici derrière. Notre mère, Charlotte, a enseigné, elle aussi. Elle est allée, elle aussi, à l'école normale. Elle était pensionnaire à Chicoutimi, chez les Sœurs du Bon Pasteur. Puis elle a enseigné à partir de l'âge de 16 ans. C'était jeune. Mm-hmm. Alors, de 16 à 20 ans, elle a enseigné au primaire en 2e année. Et à partir du moment où elle s'est mariée, ben, elle a arrêté d'enseigner. Tu n'avais plus le droit. Tu n'avais pas le droit? C'est ça. Les archevêques s'organisaient pour que les femmes retournent au foyer quand elles étaient mariées. Ah, je vais suis me passer de venue en commentaires sur cette chose. Oui, puis nous, on était des femmes qui voulaient... Être vieille fille et pouvoir travailler ou marier puis tout arrêter. C'était aussi simple que ça. Ah, j'ai vraiment connu ça, moi. Oui. Oui. Donc, vous avez dû arrêter. Quand je me suis mariée en 67, j'avais plus le droit d'enseigner. Tu l'as connu? Mais oui. J'ai perdu mon emploi. J'avais 6 ans d'ancienneté ici. Et quand je me suis mariée, je perdais mon ancienneté. C'est ce qui est arrivé. Miss Tassini m'a récupéré une couple d'années. J'ai quitté quelques années et j'ai repris, mais c'était exactement ça. Je ne suis pas la seule, là. À cette époque-là, là. Avant? Non. C'était en pleine dedans. Oui, ça s'est réglé en 72, ça. 60, 65. Oui, c'est ça. La laïcité au Québec. Il y a des choses, des fois, qu'on se dit que ça ne change pas C'est pour là. le mieux, mais il y a des choses pour lesquelles ça change pour le mieux. Hein? Oui, c'est Mais il ça. a fallu se battre, par exemple. Puis Tout à fait. on a perdu des acquis qu'on... Oui. Eh bien, je pensais pas qu'elle avait connu ça. Avant de poursuivre, j'aimerais ça qu'on regarde un petit peu votre généalogie. OK? Je ne sais pas s'il y en a ici qui se sont intéressés à la généalogie des Niquettes, mais je vais quand même vous en faire un petit topo. Votre premier ancêtre qui est arrivé au Québec, c'est Pierre-René Niquet, à Cap-de-la-Madeleine, qui s'est marié avec Françoise Lemoine. On parle des années 1666 pour leur mariage. Donc, voilà, ce sont les premiers Niquettes en Amérique du Nord. François Niquette, ensuite, avec Marie-Claude Miville, qui se sont mariés en 1699. On est dans le coin de Saint-François-du-Lac, donc tout le temps aux alentours tout près de Drummondville. François Niquette, ensuite, Agathe Pinard en 1726. Joseph Niquette, leur fils, avec Marie-Anne Hébert. On est rendu en 1770, dans le coin de Drummondville, toujours. Joe François Niquette, avec Marie-Anne Guibault, qui se sont mariés en 1796. Bénonie Niquette, Avec Lucie Gill, ouais. Lucie Gill, pardon.
Et finalement, votre arrière-grand-père ou arrière-arrière, là, dépendamment de où vous vous trouvez, là, toujours à Drummondville avec Mélanie Boisvert, qui se sont emmenés par ici. Et là, on tombe dans les générations de vos grands-parents avec leurs enfants. Donc, on a parlé beaucoup de ce que les Niquet... oui? Peut-être juste un petit élément sur la question de la généalogie. Là. En 1866, là, je ne sais pas si on a conscience de ça, mais au Québec, là, à ce moment-là, c'était la Nouvelle-France, mais il y a seulement quelques centaines d'habitants. Là. Ça veut dire que les Niquettes de cette époque-là là, devaient connaître tous les habitants du Québec. C'était un village à ce moment-là, le Québec. Là. C'est quand même assez flyé de penser que ils sont là, puis que ça veut dire que dans le fond, là, les Niquettes ont connu toute l'histoire du Québec au complet. Puis ils étaient capables probablement de nommer tous les habitants ou à peu près du Québec, là, au moins tous ceux-là qui étaient alentour d'eux autres. C'est quand même assez spécial de penser à ça. Les Niquettes d'aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont rendus? Hein? Est-ce qu'on est toujours autour ici? Est-ce qu'on s'est écarté de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Dans vos familles, là, ici autour, peut-être, où est-ce qu'on est rendu? Où est-ce qu'on habite? Moi, j'habite la région encore. Oui. La région comme... Saint-Henri-de-Taillon. À Saint-Henri. Vous êtes toujours dans le coin ou... Bien, je suis la moitié du temps Péribonka, l'autre moitié du temps Dolbeau. Dans ma famille, Dolbeau, Chicoutimi, Ottawa, les autres sont ici. Puis, je dirais qu'il y en a plusieurs qui ont quitté et qui sont revenus aussi. Oui. Parce que, comme là, je regarde à Péribonka, là, il y a beaucoup de Niquettes qui étaient partis, qui sont revenus pour toutes sortes de raisons. Probablement parce que c'est une belle place, là, puis c'est aussi c'est notre histoire, là, c'est quand même pas rien. Puis c'est quelque chose de sympathique. Puis, moi, je suis persuadé qu'Édouard Niquette puis sa femme, Mélanie Boisvert, ils sont restés ici parce que c'était beau. Parce que c'était tellement dur que si ça avait été là, il aurait sacré le camp. Mais le compte tenu du fait que c'était dur, mais que c'était un beau paysage puis que c'était quelque chose d'extraordinaire, ça a dû faire en sorte qu'ils ont persisté. Puis c'est probablement pour ça qu'une bonne gang d'entre nous autres, on est resté pas loin. Puis, parce que moi, si c'était pas du lac, je serais peut-être pas ici. T'es revenu, toi aussi? Ben oui. Aussi, c'est ça. Guylaine aussi, elle s'est rapprochée. Oui. J'étais à Québec et je suis revenue, j'ai fait la même chose. Même si on est loin, C'est ça. Juste un moment. Ce que je voulais dire, c'est même si on est loin, on veut tout le temps revenir. C'est notre place de naissance. Puis comme il disait, c'est une belle place. Puis c'est tout le temps chaleureux de venir ici parce qu'on est tellement proche que c'est plaisant de revenir. Moi, je reste à Ottawa, mais ma place est ici. Je reviens tout le temps. Oui, c'est justement, monsieur, merci. Vous m'amenez exactement... on a une autre intervention derrière. Je pense à... Vous dites où est-ce que les Niquettes sont dans notre famille. Ils sont... nous, on a eu un chalet à Péribonka. Mes parents ont eu un chalet à Péribonka assez tôt. On est allé beaucoup sur le lac Saint-Jean. Puis actuellement, il y a deux de mes frères qui vivent à Péribonka, qui ont leur maison à Péribonka. Pierre, lui, il a toujours comme habité dans le coin. Maintenant, il est à Sainte-Jeanne-d'Arc. Jocelyn est à Dolbeau. Finalement, moi, je suis celle qui s'est le plus exilée, je dirais. Mais je ne suis pas exilée très loin. Je suis à Lac-Bouchette, en fait. Mais effectivement, qu'on a un attachement pour Péribonka, c'est clair. C'est sûr. Alors, justement, l'attachement... Oui? La famille Hudon, là, vous ne parlez pas beaucoup, mais ils sont ici aussi, eux autres, là. Il est assez réservé. Je vois. Il y en a pas de qui tu parles. Eux autres, leur mère était une Niquette. Mais oui. Mais justement, moi, j'aimerais en venir au fait que le rassemblement des Niquettes, un rassemblement de Niquettes, est-ce que ça se fait ici à Péribonka?
Ça s'est déjà fait en 1988 pour le 100e anniversaire de l'arrivée d'Édouard Niquette. Là. Puis il y avait beaucoup de monde. Donc, je ne sais pas combien on était, là, mais ça se passait dans la grange de mon oncle Lucien Niquette, pas loin d'ici, là, sur un des lots anciennement d'Édouard Niquette. Fils d'Arthur. Je ne me rappelle pas combien ce qu'on était, mais on était... Au-dessus de 200. Ah, probablement. Puis ça avait été une superbe de belle rencontre. Puis... peut-être qu'un jour, on en refera un autre, là. Puis, est-ce qu'il y a des traditions familiales, justement, là, des choses, des jeux particuliers? J'ai entendu tantôt parler du spaghetti qui s'est peut-être transmis. Y a-t-il des traditions familiales comme ça, qu'il y en a qui aimeraient partager? Je pense que... Dans la famille, on va dire ça, on va parler un peu pour moi aussi. On est un peu des fêtards. Tu sais, on aime beaucoup fêter. Puis j'ai travaillé à boucherie avec mon père quand j'étais plus jeune. Puis mon père me contait des histoires que lui, avec ses amis comme Henri Gauthier ou d'autres là, dans le village, la religion elle permettait mal dans ce temps-là les activités, les chansons, les danses. Elle n'avait pas le droit de danser. Mais ils s'organisaient des parties dans des maisons qui étaient vides, puis ils allaient fêter là. OK. Fait que c'est dans la famille, ça, fêter, là. Le monde aime ça, on se réunit, ça parle fort. Puis ma grand-mère, elle, à chaque année, elle louait une salle, puis c'était le party des fêtes, puis c'était elle qui s'occupait de ça. C'est dans la tradition, hein. Fêter puis se réunir en famille, les gens... Garder la famille. C'est fort chez nous. Quand on se rencontre, on se rappelle des souvenirs, même si ça fait 10 fois qu'on se les dit, on se les rappelle parce que c'est le fun. Ça s'est fait aussi à travers les sports, parce qu'on se réunissait pour faire du sport aussi. Oui, comme lesquels? On a joué au hockey. Mon père, Lucien Niquette... Jean-Marc, mon cousin, s'est occupé beaucoup des loisirs. On était un petit village, puis quand Jean-Marc s'est occupé des loisirs, la municipalité avait acheté des équipements parce que les parents n'avaient pas les moyens. Puis là, tu allais au loisir emprunter l'équipement pour aller jouer au hockey. OK. De toutes les grosseurs, là, c'était comme ça. À travers les sports aussi, ça marchait. Le ballon-ballet, le monde aimait ça. C'était familial. C'est parti de baseball? Le baseball, puis la natation, il y avait un peu de tout là, dans ça. C'est bien. J'ajouterais qu'ils se réunissaient aussi pour danser. Parce que moi, je me souviens, quand je devais avoir 8 ans, mon oncle Robert avec ma tante Yvette, mon oncle Gus avec ma tante Janine, mon oncle Fernand moins. Mon oncle Marcel avec ma tante Françoise, ils se réunissaient chez nous, ils enlevaient la table de la salle à manger, puis ils dansaient. La cha-cha, la valse, c'est ça, une danse sociale. Ils faisaient ça. Oui. Dans les souvenirs qui est un peu différent des autres, là, c'est que chez Grand-maman Niquette, avec ma tante Tira, c'est qu'à Noël, au lieu d'avoir un sapin de Noël, c'était un bouleau de Noël. Il y avait un bouleau, puis là, il y avait des boules rouges dedans. Puis, il y avait des enveloppes dedans. Puis, dans les enveloppes, il y avait de l'argent. Puis là, c'était pas tous les mêmes montants. Il fallait qu'on choisisse. Il y en a qui pouvaient ramasser un 2 $, d'autres un 5 $, etc. Puis ça s'est fait pendant plusieurs années. Puis c'est le seul endroit qui n'avait pas d'arbre de Noël. Il y avait un arbre de Noël, mais c'était un bouleau. C'était quand même assez spécial. Puis on était contents. Puis là, on essayait de voir dans l'enveloppe si on pouvait voir le chiffre ou quelque chose comme ça, mais on ne voyait pas vraiment. Puis il y en a qui étaient plus chanceux que d'autres. Mais c'est donc bien le fun. Juste avant de poursuivre, j'aimerais ça qu'on regarde une capsule de la municipalité de Péribonka. Péribonka est une appellation d'origine amérindienne qui signifie « qui fait son chemin dans le sable ». Les terres de Péribonka servirent aux colons de Roberval et de Saint-Félicien bien avant d'être colonisées officiellement.
En effet, à chaque automne, un groupe d'habitants embarquait sur des bateaux afin de se rendre faucher le foin qui n'appartenait encore à personne. Malgré des récoltes abondantes, les colons ne se décidèrent pas à développer davantage ces terres. La colonisation de Péribonka ne commence véritablement qu'au mois d'octobre 1887, quand le curé Antoine Labelle, constatant un ralentissement de la colonisation dans le nord de Montréal, décide d'ouvrir des paroisses sur la rive nord du lac Saint-Jean. Il demande alors à Édouard Niquette, un homme d'affaires des cantons de l'Est, d'aller évaluer de visu les chances de mener ce projet à terme. Niquette partit donc avec son frère Francis, mais il ne fut pas possible de se rendre à Péribonka au cours de ce voyage. Édouard Niquette ne perdit pas de temps et alla se procurer auprès du commissaire des terres de la Couronne des billets de location pour 11 lots. Sur ce nombre, il en garda 4 et distribua le reste entre ses frères et ses fils. Niquette avait comme projet de construire une scierie. C'était un domaine qu'il connaissait parfaitement puisqu'il en possédait déjà une qui employait 35 personnes à Drummondville. Au printemps 1888, Édouard Niquette et Édouard Milot, avec une partie de leurs familles respectives, arrivent à Péribonka en canot d'écorce. Ils viennent défricher et s'installent dans des campements temporaires. L'automne 1889 voit la première récolte se poindre, mais les colons repartent hiverner dans leur localité d'origine. Édouard Milot revient l'année suivante s'installer définitivement avec sa famille. Quant à Édouard Niquette, il attend l'année 1895 pour se décider à s'installer sur sa terre. 2 ans plus tard, il construit enfin sa scierie et il réalisera par la suite le projet d'une usine à fuseaux à Roberval. Niquette se construira donc un bateau à vapeur, l'Arthur, afin de fournir son usine de Roberval, puisque B.A. Scott contrôlait alors une bonne partie des bateaux qui flottaient sur le lac Saint-Jean. Étant donné le grand potentiel forestier des abords de la rivière Péribonka, plusieurs investisseurs sont intéressés à l'exploiter, outre William Price. Ainsi, le 16 octobre 1900, un groupe de 16 capitalistes fonde la Compagnie de pulpe de la Péribonka. La construction de la pulperie est rapidement amorcée, ce qui fait qu'à l'automne 1901, on retrouve un petit village à la place de la forêt. Appelé au départ le Petit Paris, il changera pour Saint-Amédée de Péribonka. Dès l'ouverture, la localité compte environ 100 habitants. Dès le 15 janvier 1903, l'érection municipale est approuvée par le gouvernement provincial. Saint-Amédée connaîtra une croissance rapide due à la présence de son usine de pulpe, comme c'est le cas à Val-Jalbert. Cependant, en juin 1906, la compagnie tombe en faillite et devient la propriété de la Banque nationale. 1 an plus tard, l'usine est détruite par un incendie. Après avoir de nouveau changé de main, elle fut reconstruite en 1909, mais la compagnie fit de nouveau faillite en 1913. Après d'autres tentatives infructueuses de relance, Price acquiert finalement la pulperie en 1927 et la rase afin d'éviter de payer des taxes. Dans un autre ordre d'idées, suite à l'apparition du célèbre roman Maria Chapdelaine de Louis Aymon, venu à Péribonka en 1912, on inaugure le musée Louis Aymon en 1938, ce qui est une première dans la région. En 1941, on fonde une ferme expérimentale fédérale consacrée à la culture de la pomme de terre, ce qui aide grandement le développement de la petite localité. Depuis le début de notre émission, je sens votre attachement quand même à la municipalité de Péribonka et toute l'histoire de vos, dans le fond, de vos ancêtres qui se sont installés ici. Puis je ne pourrais pas vous passer sous silence le fait que, à mon goût, puis là je m'excuse auprès des autres municipalités de la MRC, mais il y a vraiment le plus beau point de vue dans la MRC se trouve ici. Vous avez la vue sur la rivière, sur le lac. Donc, j'aimerais savoir justement la rivière, le lac, c'est quoi là, la traversée, les bateaux, la navigation? C'est quoi qui vous touche, qui vous attire dans ça? Y a-t-il du monde qui ont un attachement particulier à... La liberté et la beauté. Tu sais, c'est quand tu embarques sur le lac, tu es libre, tu peux prendre une petite bière, tu peux te promener, tu vois loin. C'est comme...
c'est comme manger du dessert à la journée. Là, puis c'est pour ça que je disais tantôt que mon arrière-grand-père avait dû probablement avoir le même feeling que nous autres. Là, c'est que, il aurait pu choisir de s'établir ailleurs. Puis lui, en plus, il s'est établi dans le coin du V. Là, il y a comme une baie là, où il était. Fait que là, lui, il avait la meilleure vue par là, puis la meilleure vue par là. Il a choisi son spot, comme on dit. Puis je suis certain que quand il sortait sa galerie, là, il devait se dire Moses ou peut-être d'autres choses, mais il ne sacrait pas. Moses que c'est beau. Moses que c'est beau ici. Là, puis... En tout cas, pas à votre présence. Non, mais je ne penserais pas que c'était un gars c'était certain un doux, là, je ne penserais pas que c'était son cas. Mais il y a deux anecdotes que j'aimerais raconter, entre autres par rapport au musée. C'est que on a fait un musée Louis Aymon, puis à un certain moment donné, on a fait une statue à Louis Aymon. Et ça, dans notre famille, ça n'a pas été très bien perçu. Parce que, dans le fond, c'est que les gens se disaient, comment ça se fait qu'il arrive un Français ici qui passe une couple de mois, qui écrit un roman qui nous décrit comme étant du pauvre monde, là, qui végète là, dans le bois. Là. C'est parce que ça n'a pas été bien perçu, l'histoire du roman. Puis que finalement, notre grand-père qui a fondé ça, qui a tout dépensé son argent pour lui, on ne fait rien pour lui. Il n'y avait rien à son nom. Là. Puis, à ce moment, quand ils ont mis la statue pour Louis Aymon, ça a été comme la goutte qui a fait déborder le vase. Puis ma grand-mère m'a raconté un peu avant de mourir. J'avais demandé, est-ce qu'il y a des choses que tu n'as jamais racontées puis que tu pourrais me dire, en sachant qu'elle allait partir bientôt. Puis elle m'avait raconté que celui qui avait jeté la statue de Louis Aymon dans la rivière puis qui l'avait beurré d'immondices, pour ne pas dire d'autre chose, c'est que c'était son mari, Pierre Niquette. Parce que pour eux autres, ça avait été comme un affront. De célébrer quelqu'un puis d'oublier quelqu'un complètement, c'était pas acceptable, ça. Fait que ça, c'est resté secret, aller jusqu'au temps que moi, je sache ça. Là. Puis probablement que dans le village, il devait y en avoir d'autres qui le savaient, mais personne ne parlait. C'est un beau secret. Puis... Rentrez-les pas sur la TV. Puis là, il y a une autre anecdote qui fait suite à ça. C'est que ma sœur, Danielle, me racontait hier, elle me faisait penser qu'un bon moment donné, il y a peut-être 30-35 ans, là, le conseil de la municipalité a annoncé que la rue d'en avant, elle ne portait pas de nom, elle avait peut-être le nom de la 167, c'est comme la rue régionale. Là. Puis là, il avait dit qu'il nommerait ça la rue principale. Puis là, ma mère avait dit, ça va faire la rue principale. Là, c'est que là, ma mère est allée à l'hôtel de ville, probablement la dernière fois qu'elle est allée. Puis là, elle leur a dit, non, là, la rue principale, là, il y a un gars qui s'appelle Édouard Niquette, qui a fondé Péribonka, qui a tout donné. Moi, j'étais un émotif. Oui, ça, c'est un côté Niquette, ça. Puis je reviens en disant que là, elle a dit la rue principale, ça ne marche pas. Elle appelait ça la rue Édouard Niquette. Puis, vous couperez, là, en tout cas. Je vais reprendre mes sangs, là, parce que là, il faut que ça finisse bien, comme on dit. Puis, fait que là, le maire avait dit, on peut pas, on a déjà acheté les pancartes. Ma mère avait dit, je vais payer les pancartes. Ça a fini là, ça s'appelle Édouard Niquette. Parce que ma mère est allée le dire. Oui. Une dernière petite intervention derrière, on va approcher le... En fait, c'est à travers l'histoire du musée Maria Chapdelaine, c'est un petit village ici. Là. Il y avait comme deux gros projets sur parce que quand est arrivé le musée, l'idée du musée, il y avait en même temps un projet de faire une plage, un terrain de camping, puis tout le kit en même temps, plutôt que d'installer 3000 plus loin. Bon. Puis, pour toutes sortes de raisons, ça a fini que... Mais les plans étaient faits, tout avait été accepté. Il y en a encore qui doivent les avoir, les plans. Mais il y avait deux projets, là, puis... La famille Niquette était un peu d'un bord, puis ça a penché plus l'autre bord. Mais le musée, pour moi, en fait, ça ne représente pas un succès. Là. C'est personnel, mais je vous le dis comme ça. On a parlé beaucoup de choses qui se sont implantées à Péribonka, mais il y a eu une beurrerie ici. Là.
il y avait Thomas Hudon. Beurrerie, fromagerie. Une beurrerie, puis il y avait quelques filles qui travaillaient là-dedans pour envelopper le beurre. Puis nous autres, on allait là volontiers, puis on allait chez Thomas Hudon, puis c'est une grosse famille, puis on appréciait beaucoup. Puis il faisait du fromage aussi. Et c'est quand arrivé le moment où le gouvernement a tout changé, que là, la beurrerie, ils ont décidé de ne pas renouveler, mais il y avait une grosse beurrerie. Il ramassait le lait avec son pick-up sur le tour, puis il transformait le lait en beurre et en fromage. C'est ça, c'est la famille Hudon. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission Portrait des familles d'ici. Je voudrais remercier la famille Niquette. Je voudrais remercier la municipalité de Péribonka de nous avoir accueillis. Merci d'avoir été des nôtres. Puis on se dit peut-être à une prochaine saison. Au revoir. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Les bénévoles sont partout. Nos activités sportives, de loisirs et de plein air sont rendues possibles grâce au travail de bénévoles. Ici, les bénévoles vous permettent de faire du sport dans votre quartier. Ici, les bénévoles participent à la tenue d'événements locaux. Ici, les bénévoles assurent l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée. Dans votre centre communautaire de loisirs, votre association sportive ou votre club de plein air, tout prend vie grâce aux bénévoles.